Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce numéro que nous consacrerons à une véritable maladie des temps modernes. Il s'agit de la dépression. Souvent isolées, elles n'ont plus goût à rien, elles lâchent prise. Et oui, les personnes âgées présentent souvent des troubles dépressifs, mais paradoxalement, on en parle peu, voire pas du tout. C'est ce que nous verrons en seconde partie d'émission grâce à Madame Lacroix, psychologue. Mais si les symptômes restent visibles chez les personnes âgées, les nourrissons peuvent également être concernés par la dépression. Alors quelles en sont les causes? Quels sont les symptômes? Comment peut-on aider ces enfants et leurs familles? Eh bien, nous tenterons de répondre à toutes ces questions avec notre première invitée, Madame Ducosson, pédopsychiatre. Je vous retrouve juste après le mot du psy. La dépression, ça peut toucher tout le monde, même très précocement le bébé. Les adolescents, bien sûr, avec des tentatives de suicide et des passages à l'acte. L'adulte quand il perd son travail, l'adulte quand il y a une rupture amoureuse, l'adulte quand il y a l'annonce d'une maladie. Et également les personnes âgées quand elles sont isolées, quand elles perdent aussi un compagnon ou quand elles ont une maladie évolutive telle que la maladie d'Alzheimer. Alors, quels sont les différents signes de la dépression? On peut avoir des signes qui sont très infimes, comme la tristesse, la nostalgie, la mélancolie, ou alors on peut avoir des signes très bruyants. Ça peut être l'agressivité. Une personne peut être déprimée quand elle va chercher toujours du désordre et embêter les gens, ou quand elle-même, elle sera agressive vis-à-vis d'elle-même. Alors, bien sûr, tous ces signes doit alerter l'entourage parce qu'il ne faut pas oublier que la dépression, derrière ce mur de la dépression, il y a la souffrance psychique. Et cette souffrance peut amener jusqu'à la mort. Donc il faut absolument entendre, écouter, aider, intervenir. Bonjour docteur Ducosson. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors quand on pense à la dépression, en général on pense aux adultes ou encore aux adolescents, mais rarement aux nourrissons. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène de la dépression chez les tout petits bébés? Le bébé est en construction, il n'a pas encore son autonomie psychique, il n'a pas encore sa vie intellectuelle développée, sa subjectivité vraiment déjà bien établi, il est en pleine construction. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas tout à fait pareil au plan psychopathologique que la dépression de l'adulte. Oui. Mais en même temps, le mécanisme et tout est tout à fait différent dans la mesure où on a affaire à quelqu'un qui est en construction et qui ne parle pas. Bon. Donc justement, comment cela se traduit-il chez un nourrisson? Mais on s'est aperçu quand même, mais ça on le sait depuis longtemps, que les bébés avaient des compétences, des capacités, qu'ils étaient acteurs dans la relation et des émotions. Et qu'ils étaient en interaction continuelle avec la personne qui s'occupe d'eux. Et ils réagissent au niveau de leur comportement et de leurs compétences à ce qui leur est renvoyé par l'adulte qui s'en occupe. Les dépressions du bébé sont toujours liées à des problèmes de carence. D'accord, des carences affectives. Des carences. Alors ça peut être des carences quantitative, c'est-à-dire en quantité de relations. Ça peut être aussi dû à des carences qualitatives, c'est-à-dire que la qualité des interactions de la mère avec le bébé est perturbée, qu'elle ne tiendra pas le bébé de la même manière qu'elle le tenait d'habitude, qu'elle ne jouera pas avec lui de la même manière, vous voulez dire que son regard ne sera pas de la même qualité, que sa voix n'aura pas la même sonorité. Et le bébé est très sensible à ces interactions, puisque c'est ça qui le fonde et qui le constitue. Tout à fait. Il y a des mamans, un jour elles sont bien, le lendemain elles ne sont pas bien. Donc cette imprévisibilité qui sont liées aux difficultés psychologiques de la mère peut entraîner ce retrait. Voilà. Alors justement, quels sont les symptômes chez les nourrissons qui souffrent de dépression? Comment est-ce qu'on le voit? Comment est-ce qu'on le détecte? Un bébé, quand on le chatouille, quand on il rigole, un bébé qui est déprimé, il n'aura pas cette réaction. Voilà, il est un peu passif. Il est un peu passif. Bon, il a une espèce d'atonie dans son comportement. Il a un ralentissement de son activité. Il pleure, il chigne. On ne sait pas trop pourquoi. Ce n'est pas des pleurs de colère, ce n'est pas des pleurs de faim, c'est des pleurs de souffrance. Et puis, il peut avoir aussi des troubles du sommeil, c'est-à-dire un enfant qui ne dort pas, qui peut s'endormir, mais des troubles alimentaires, par exemple des enfants qui vomissent ou qui refusent de manger. Tout ce qui fait plaisir normalement à un bébé, qui le fait gazouiller, qui le fait être vivant,
on s'aperçoit que tout ça ne n'est pas. Pour finir, comment peut-on aider ces nourrissons et leurs familles à sortir de cet état de dépression? C'est que si vous voulez une intervention précoce de tout le personnel qui est en contact avec les enfants, soit le pédiatre, soit les puéricultrices, soit les gens qui travaillent à la crèche, peuvent contribuer à ce qu'il y ait une prise en charge de cet enfant, c'est-à-dire une prise en charge de la relation entre la mère et le bébé, qui petit à petit va aider la maman. Il faut être attentif et proposer ce traitement. Parce que sinon, l'enfant s'enfonce dans la dépression ou dans l'agitation ou dans des choses dont il n'en sort plus, quoi. Et devient un enfant et après, qui peut poser des problèmes de tous ordres. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour toutes vos explications, pour votre éclairage. Oui, merci. Alors maintenant, je vous propose de faire un grand écart, si je puis dire, puisque nous avons parlé de la dépression du nourrisson. Nous allons parler maintenant de la dépression chez les personnes âgées. C'est un sujet quelque peu tabou, on en parle peu, et pourtant. Bonjour Fabienne Lacroix. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on parle très peu de la dépression chez les personnes âgées, mais c'est tout de même un phénomène qui existe, donc il ne faut pas le nier. Quelles sont les causes de ces dépressions tardives? Alors, il faut savoir que la dépression chez la personne âgée est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a des causes, je dirais, organiques, des causes psychologiques, des causes également sociales. Donc c'est vraiment, je dirais, un ensemble effectivement de choses qui font qu'à un moment une personne effectivement va sombrer dans la dépression. Et quels sont les signes? Comment est-ce qu'on peut l'observer? Déjà, il faut savoir que la vieillesse est jalonnée de pertes en fait, donc des pertes au niveau social, déjà avec la mise en retraite, avec une perte de l'identité professionnelle, éventuellement une diminution également des revenus. Ensuite on va avoir des pertes au niveau sensoriel également, au niveau de l'ouïe, au niveau de la vue, au niveau de la mobilité, donc au niveau psychomoteur, etc. Et puis également sur un plan affectif, avec la perte au niveau des amis, le conjoint, parfois les enfants. Donc voilà, tous ces éléments effectivement peuvent à un moment amener une personne âgée à développer un état dépressif. Vous me parliez donc de dépression masquée chez la personne âgée. De quoi s'agit-il exactement? C'est-à-dire qu'en fait, la douleur psychique est projetée sur le corps. Donc on va avoir affaire à des personnes effectivement qui vont se plaindre de douleurs physiques sur le plan donc somatique. Et du coup, parfois, cette dépression peut apparaître, peut passer inaperçue. Tout à fait. Mais justement, l'entourage. Souvent, on se rend compte qu'il y a une baisse d'énergie, une baisse de volonté chez le parent ou chez la tante, en tout cas chez la personne âgée, mais sans forcément mettre un nom sur cet état. Alors en tout cas, il s'agit de bien distinguer ce qui relève déjà de la déprime. On est tous amenés à un moment à être plus ou moins déprimés. Mais c'est un état qui reste relativement ponctuel, je dirais. C'est tout à fait différent de la dépression. Puisque comme je le disais tout à l'heure, la dépression c'est un ensemble de symptômes qui à un moment doivent être présents tous les jours, toute la journée et pendant au moins 15 jours. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et c'est vrai que la frontière finalement entre être déprimé et la dépression n'est pas toujours évidente, en tout cas pour le sens commun. Alors une fois que c'est avéré, quelle est l'aide que l'on peut trouver? Où faut-il s'adresser? La première manifestation, ce qui doit alerter, je dirais, l'entourage, c'est un changement de comportement. Que ce soit, je dirais, un comportement qui devient apathique, c'est-à-dire la personne, effectivement, qui est fatiguée, qui n'a plus envie de sortir, qui se met en retrait, ou au contraire, une espèce d'excitation. Tout changement de comportement doit, effectivement, alerter, en tout cas, faire poser question et nécessiter, effectivement, une consultation. Alors, je sens un généraliste qui après pourra orienter vers un médecin psychiatre, un psychologue selon la gravité des symptômes. Alors justement, pour mieux comprendre cet état que vous nous décrivez, je vous propose de suivre notre témoignage de la semaine. À tout de suite. Ça a commencé petit à petit. Au départ, je voulais toujours rester couchée, j'avais pas envie de me lever. Après, j'ai perdu l'appétit petit à petit. J'ai aussi, à l'époque, j'avais un enfant en bas âge
je la voyais évoluer, mais je n'arrivais pas vraiment, comment dire, à m'y intéresser, à m'intéresser à ce qu'elle faisait. En fait, j'ai mis un nom sur ce que je vivais à partir du moment où j'ai une amie qui était assez proche de moi et qui m'a dit que je ne pouvais pas continuer comme ça, qu'elle voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, elle m'a conseillé d'aller voir un psychologue. La première fois que j'ai vu le psy, en fait, j'ai passé l'heure à pleurer. Je me suis complètement lâchée, je me suis vidée, et, j'ai parlé de tout ce qui n'allait pas, tout est sorti en vrac. Donc j'y suis allée régulièrement, j'y suis allée pendant au moins 1 an, à peu près 1 fois par semaine. Et puis après ça allait de mieux en mieux, j'y suis allée de moins en moins. Et puis, malheureusement, on est prêt quand vraiment on touche le fond et qu'on est, comme elle me disait, dans l'état d'enfer, c'est-à-dire juste avant le suicide. Il vaut mieux aller voir un professionnel qui n'a pas d'attache. Donc, et qui a justement les bonnes clés pour pouvoir nous faire comprendre les choses et nous en sortir. Quels sont les objectifs des méthodes thérapeutiques mises en place dans la prise en charge? Alors, les objectifs, en fait, visent à une modification des symptômes, les symptômes que je vous ai énoncés tout à l'heure. Donc, modification des symptômes et modification également des conduites. L'idée, c'est que la personne puisse reprendre le cours de sa vie comme avant. Oui, qu'elle reprenne un petit peu goût à la vie. Qu'elle puisse reprendre goût à la vie, qu'elle puisse de nouveau, effectivement, faire des projets. Oui, parce que les personnes âgées aussi ont un futur. Tout à fait. Merci Fabienne. On se retrouve juste après notre rubrique Le saviez-vous, suivi de l'agenda de la semaine prochaine, bien sûr. À tout à l'heure. Le saviez-vous? La dépression est identifiée comme la cause de la moitié des suicides. À l'échelle mondiale, 3000 personnes se suicident chaque jour. Chez les 25-34 ans, le suicide représente la première cause de mortalité. Vous êtes dépressif? Parlez-en autour de vous. N'oublions pas, le silence tue. Le 15 septembre, c'est la journée mondiale du lymphome. Pour rappel, le lymphome est un cancer du système lymphatique, lequel assure la défense de l'organisme contre les microbes, les parasites, les toxines. Le 15, c'est également la journée nationale de la prostate, une journée pendant laquelle les hommes sont invités à s'informer et à agir opportunément. Par ailleurs, sachez que du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité et de la sécurité routière. Et enfin, je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS, horaire suivant. N'oublions pas, donner son sang, c'est sauver des vies. L'EFS a besoin urgemment de sang du groupe O. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé Le Mag, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.